Je suis Omar Boudaoud Mohamed, dit Omar, membre du bureau du secrétariat de l'ONM, l'Organisation nationale des Moudjahidines, et ancien responsable de la Fédération de France du FLN. En France, j'ai pris mes fonctions dans le cadre de la Fédération de France depuis le mois de juin 1957 à 1962. J'ai été arrêté avant le déclenchement de la lutte armée, dans le cadre d'un mouvement clandestin qui s'appelait le PPA. Je tiens d'abord à rendre hommage à tous les frères qui étaient avant moi au niveau de cette fédération et qui ont fait que cette fédération a mené à bien le rôle qui lui a été assigné pendant la guerre de libération. D'abord, le premier responsable de cette fédération s'appelle Tarbouch Morad. C'était le premier responsable du FLN, de la fédération du FLN en France. Ensuite, Tarbouch ont été arrêtés. Il a été suivi par Doum. Après Doum, c'était le Bjaoui, Louenchi, ensuite Boulharouf, et puis Mohamed. Mes fonctions exactes étaient ceux de la coordination au sein du comité fédéral, responsable plutôt coordinateur. À quel moment avez-vous compris qu'il fallait impérativement utiliser les réseaux français pour un certain nombre d'actions? Les Français n'étaient pas clandestins. S'ils étaient clandestins, ils ne serviraient pas à grand-chose. Donc ils étaient recherchés. Ce n'est pas ce genre de soutien qu'on cherchait. On cherchait un soutien qui venait d'éléments qui n'étaient pas justement recherchés. Quand on est clandestin, on a besoin de planques, on a besoin de beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on a besoin justement d'éléments de ce genre-là. La fédération était formée de 5 éléments. Il y avait un responsable à l'organisation qui était M. Ladnani Amar, qui s'appelle Kadour. Abdelkrim Souissi, qui était responsable des finances de la GTA et des étudiants. Saïd Bouaziz, qui était responsable à l'organisation militaire spéciale. Ali Haroun, qui était responsable à l'information, à la presse, et également responsable du collectif des avocats. Voilà. Et puis, moi qui étais coordinateur au niveau de la fédération. في فرنسا ما كانش ريزو واحد، كان ريزوات، كان تاع رابتيس وكان تاع كوريال وكان تاع جونسون وكاين كل مسؤول ولايه، كل مسؤول نتاع الاخر نتاع عماله ونتاع لازون، كل واحد منهم عنده des éléments français qui l'aidaient, qui étaient de réseaux de soutien que nous ne connaissons pas. C'est toute une armée de gens qui ont réellement aidé notre guerre de libération dans le cadre de réseaux de soutien, simplement parce que sur le plan politique, jamais, au grand jamais, aucun responsable d'un réseau n'a eu le droit de donner un avis quelconque sur la marche du FLN. Ça, il n'a jamais été question. الشيء اللي اتفقنا فيه من النهار الاول، قال انتم راكم تعاونونا في الشيء اللي نحن نطلبوه، ولكن السيره نتاع الثوره نتاعنا ما تكون الا من عندنا احنا ومن عندنا احنا فقط. متفاهمين هاك؟ والنهار اللي تلاقيت مع جونسون النهار الاول انا ما نعرفوش، كي شفتوه نحسب جزائري. وراه لي جابوا لي بالحروف، من بعد ما مشى قلت له سي طيب وهذا جزائري واش يجيبوا له؟ قال لي لا هذا جونسون، وانا جونسون نسمع به بارابور au livre qu'il a écrit avec Colette, l'Algérie hors la loi, mais je n'ai jamais vu physiquement. L'Algérien étant de faciès connue, ne peut pas passer inaperçu, donc il nous fallait absolument des éléments qui ne sont pas faciles à repérer, qui puissent nous aider et qui ont accepté de travailler avec nous dans le réseau. Et ils sont venus de différents horizons. Ils sont venus de la gauche, ils sont venus de l'église, ils sont venus d'un peu partout. Et à tout ce monde-là, je leur rends hommage, encore une fois, pour l'aide qu'ils ont apportée à notre guerre de libération
qui a fait que cette fédération a joué pleinement son rôle jusqu'à l'indépendance du pays. Au début de la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement nationaliste qui s'appelait le PPA-MTLD. Et au sein de ce PPA-MTLD, il y avait une organisation paramilitaire qui s'appelait l'OS. Bien. Et il est arrivé un moment où il y a eu une contestation du chef du parti à l'époque, qui était M. Ali Hadj, par les membres du comité central. Et il y a eu scission. De cette scission, on ne voyait pas clair du tout. Et il y a eu un certain nombre de militants, principalement ou en majorité de l'OS, qui sont réunis et qui ont décidé de dire on ne peut pas accepter cette scission jusqu'au bout, il faudrait qu'on fasse quelque chose. On fera quoi? On passe à l'action armée. Et c'est le 1er novembre. Mais en France, l'immigration, à ce moment-là, était presque toute messaliste. Parce que Messali, c'était le chef du parti, c'était. Et il a fallu longtemps. Et en Algérie, c'est pas Messali qui a déclenché la guerre de libération, ça a été le groupe de militants de l'OS qui n'étaient ni messalistes, ni centralistes, contre Messali et contre les membres du comité central, qui ont déclenché. Donc, en Algérie, les militants qui se trouvaient ici, ils étaient plus près de ceux qui ont déclenché. Ils connaissaient l'origine. Mais en France, pour eux, c'était Messali qui a déclenché cette guerre de libération. Et le FLN arrivait très difficilement à s'incruster au sein de cette émigration. Bien. Mais il y a eu des contacts entre les Algériens en France et les Algériens en Algérie. Chacun écrivait à son douar, à son village, il savait qui est monté au maquis, etc. Bon, ils commençaient à comprendre que c'était le FLN. Et ce qui a la date historique qui a fait que les Algériens en France ont compris qu'en Algérie, c'était le FLN qui dirigeait et non le MNA. C'était la grève des 8 jours. Je m'appelle Francis Janson. Il m'arrive de prétendre que je suis écrivain. Mon engagement remonte au premier vrai contact que j'ai eu avec la population algérienne, c'est-à-dire en 48-49, où j'ai passé 6 mois parmi cette population et où j'ai découvert le sort qui lui était fait par la colonisation française. Et lorsque l'insurrection de novembre 1954 a éclaté, j'ai trouvé tout normal, ayant déjà écrit de longs articles sur la question, en particulier dans la revue Esprit, j'ai trouvé tout normal de voir arriver chez moi des Algériens qui éprouvaient le besoin de venir expliciter en France les thèses de leur lutte et qui s'adressaient à moi parce que je les avais rencontrés précédemment, parce que nous avions entretenu des échanges de diverses sortes et par la suite je me suis mis à écrire l'Algérie hors la loi pour vraiment faire le point dès 1955 sur l'ensemble de la situation et pour montrer à quel point il n'y avait pas d'autre solution que l'indépendance algérienne. Mais c'est évident que peu à peu les amis algériens qui venaient me voir, parce qu'ils m'avaient connu plus ou moins auparavant, me demandaient des services, parce qu'ils étaient plus ou moins en difficulté. Même dans les premiers temps, où ils n'avaient encore que des missions d'ordre politique, ils étaient en difficulté parce que bon, sur le faciès, il leur arrivait d'être arrêtés à un carrefour, n'importe où, s'ils conduisaient eux-mêmes une voiture. Donc il fallait les conduire à travers Paris. Alors j'ai commencé comme chauffeur de taxi. À partir de 1957, il a fallu structurer tout ça, étant donné qu'on avait un peu trop de choses en main pour faire courir davantage de risques en ayant une organisation trop relâchée, quoi. Donc il a fallu structurer. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de soutien? C'est un ensemble où on ne connaît qu'assez peu de personnes chacun, et où il y avait effectivement des secteurs diversifiés
Je veux dire, par exemple, il y avait une responsable de la collecte des cotisations. Je m'appelle Hélène Cuena et actuellement je suis formatrice au Conservatoire national des arts et métiers, c'est-à-dire à l'éducation nationale, métier que j'ai appris en Algérie de 62 à 72. J'ai commencé à travailler pour l'Algérie en 1957. À l'époque, je ne connaissais d'ailleurs aucun Algérien. Et j'ai mis longtemps avant d'en connaître, et j'en ai vraiment connu bien après. Par contre, je connaissais un Français qui s'appelait Étienne Bollot, et c'est à l'occasion d'un voyage que nous avons fait ensemble en Suisse qu'il m'a posé la question est-ce que j'étais prête à participer à un réseau de soutien. C'est le réseau qui va devenir par la suite le réseau Janson. Sur le moment, j'ai dit, bon, on est en voyage, on nous demande quelque chose, on va le faire, mais ce n'est pas pour autant que je suis prête à m'engager dans une affaire comme celle-là. Bon, alors ce que nous avons fait à l'époque, c'était de transporter un millier de numéros de résistance algérienne qui étaient édités en Suisse. C'était un moment où la Fédération de France n'avait pas les moyens d'éditer en France, ça n'a pas duré d'ailleurs, et où on rentrait comme ça, clandestinement, donc des centaines de numéros. Bon, c'est une opération de ce type, je n'en ai jamais fait par la suite, je vais dire c'était extrêmement risqué, et j'ai mis quelques mois à me décider. À l'époque, l'Algérie c'était la France, hein, mais les Algériens n'étaient pas français. C'était clair qu'ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas la citoyenneté française. Donc, pour tout démocrate, l'injustice de la situation était évidente. Moi, à l'époque, j'étais membre du Parti communiste. Et c'était que, bon, on avait commencé à faire, en 1957, un travail de propagande, il y avait des manifestations, signer des tracts, des pétitions, etc. Organiser des meetings, distribuer des journaux, etc. Mais plus ça allait, et plus on se rendait compte que ces moyens légaux n'aboutissaient pas. La solidarité avec le peuple algérien était quelque chose d'évident. On avait le même ennemi, le même adversaire. C'était les ultras, la droite, l'extrême droite qui utilisait la guerre d'Algérie pour se constituer en France. C'est les raisons pour lesquelles j'ai accepté. La difficulté d'un choix comme celui-là étant à l'époque de se couper de ma communauté qui était le Parti communiste à l'époque, ma famille, tous les problèmes de famille que ça peut poser. C'était ça la véritable difficulté pour franchir ce cap et décider d'entrer dans un réseau de soutien. Alors dans le réseau, ma spécialité, ça a été l'argent. J'étais une des personnes qui était chargée de récupérer l'argent qui arrivait de toute la France. Les Algériens de la Fédération de France nous transmettaient un certain nombre de valises. Il s'agissait de mettre l'argent en ordre, de vérifier les comptes, de rendre les comptes et de retransmettre les valises qui, à ce moment-là, l'argent était transféré en Suisse par un système bancaire. La préparation et de l'expédition des sommes correspondantes à l'extérieur. Je m'appelle Didar Fawzi Rossano, je suis d'origine égyptienne et juive. Je fais partie de ce qu'on peut appeler la bourgeoisie moyenne. Un peuple dominé, il ne peut jamais ni acquérir sa dignité, ni imaginer même une promotion sociale quelconque. Donc notre priorité était la libération nationale. En 1957, nous avons été contactés par Robert Barra, qui nous a dit qu'il y avait des problèmes techniques à résoudre pour la lutte de libération algérienne. Et c'était pour un réseau qui était un réseau français, qui est le réseau Janson. Nous avons discuté, parce que nous étions un groupe de plusieurs, hein. Il y avait Curiel, il y avait des femmes, il y avait des hommes, mais tous de même origine, si vous voulez, du même groupe, qui était de ce groupe communiste égyptien exilé. Nous avons discuté et nous avons automatiquement décidé qu'il fallait aider
malgré que ça posait un petit peu de problème, parce que en France, c'était pas légal non plus d'aider les Algériens. Tu comprends, Fatima, j'insiste sur le fait que nous étions un groupe qui étions d'origine égyptienne, juive, etc., parce que ce n'était pas seulement une affaire algéro-française. La lutte de libération algérienne, elle a intéressé le monde entier, et en particulier nous qui venions du tiers-monde et qui connaissions ce que c'était la libération nationale. Cet oubli constant des gens qui étaient autres que les Européens et les Français enlève une partie même de dire que les Algériens avaient un rôle historique. Surtout à cette époque-là, ils ont été vraiment ceux qui ont mené la lutte armée, qui ont entraîné beaucoup d'autres luttes armées par la suite. Il s'agissait d'envoyer hors de France 500 millions par mois. Il fallait les envoyer vers la Suisse pour la Fédération de France. Et là, effectivement, il fallait avoir un peu de ressort technique. Et nous avons, à ce moment-là, nous avons monté tout un scénario. On a contacté, avec la femme de Curiel, on a contacté un banquier qui avait une agence. Tu verras encore une fois, toujours, les capitaux sortent du sud pour aller vers le nord. À cette époque-là, comme il y avait eu la crise de Suez, il y avait eu séquestration des Britanniques, des Français et des Juifs. Et tout ceci faisait sortir leur argent clandestinement hors d'Égypte. Alors nous avions monté ce scénario comme quoi nos parents, puisque nous étions d'origine juive, avaient de l'argent à faire sortir d'Égypte et que donc nous passions par lui. Et c'est comme ça que chaque mois, on nous remettait, après les avoir comptés évidemment, l'ensemble de ce qui était ramassé, qui était 500 millions par mois. On les mettait dans des gros paquets de chez Dior. On avait un chauffeur qui venait nous ouvrir les portes, etc. Ou alors, nous prenions un taxi, mais avec ces gros cartons. Et nous remettions ceci chez à l'agent, qui transférait ça par téléx. Hein. Et celle en particulier qui était chargée de ça, c'était la femme de Curiel, justement. Moi, je l'accompagnais, ça faisait bien, parce qu'elle et moi, on savait s'habiller bien, avoir l'air de bourgeoise. Par la suite, il fallait encore que Rosette parte, qui est la femme de Curiel, donc, qu'elle parte en Suisse, qu'elle retire cet argent de la banque, parce que c'était dans un compte à son nom en Suisse, et qu'elle remette ceci, c'était souvent suicide, je l'ai su par la suite, et qu'elle remette ceci à un Algérien qui n'était pas toujours le même. Alors là, elle avait une affaire qui était très difficile. Hein. Dans la rue, comme ça, elle avait une valise avec tout cet argent, et il fallait qu'elle comprenne que c'était lui, qu'elle le lui remette, hein, tous les mois. Il y avait un responsable, Jacques Vigne, qui est malheureusement mort il y a 2 ans. Jacques Vigne était responsable de l'établissement et de l'entretien et de l'utilisation permanente des filières de passage aux différentes frontières. D'abord sur l'Espagne, ensuite sur la Suisse, sur la Belgique, sur l'Allemagne, etc. Tout le monde me connaît sous le nom de Cécile Marion, puisque c'était mon pseudonyme à l'époque où je faisais du théâtre. Puisque j'ai fait du théâtre avant, non pas d'entrer en religion, mais d'entrer en clandestinité. J'ai été mise en contact avec Jacques Vigne. Vigne a été le bras droit de Janson. S'il était arrivé un ennui quelconque à Janson, Vigne pouvait reprendre les rênes. C'est une chose, je crois, importante à dire. Et lui, sa spécialisation, bien qu'étant au courant de tout le système, c'était les passages. Et il y avait un responsable des hébergements. Il y a eu Jacques Charby en particulier qui a joué un rôle considérable à cet égard. Il y avait comme ça tout un ensemble de secteurs et il fallait, moi je dirais que mon plus vrai travail, mis à part
la nécessité évidente d'une coordination, ça a été de veiller à la sécurité de l'ensemble, d'imposer sans relâche des règles de sécurité, parce que notre grande inquiétude, et la mienne encore plus que celle de n'importe qui d'autre, c'était de commettre une erreur qui coûterait trop cher à nos camarades algériens. Parce que bien sûr, si nous étions arrêtés, ça n'était pas tragique. Je veux dire, ça pouvait tout au plus se solder par la prison. Mais pour eux, c'était beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être expédiés en Algérie pour y être torturés plus à l'aise, et puis éventuellement en finir. Notre unique tâche était de soutenir l'action du comité fédéral de la Fédération de France. C'est-à-dire, nous répondions aux demandes que nous formulait le comité fédéral. Et nous avions donc en charge la sécurité des responsables, mais aussi tout le travail qui consistait à soutenir les actions de ce comité fédéral dans les différents domaines. Et pour nous, c'était très important de bien préciser dans nos têtes et vis-à-vis de nos amis algériens que nous étions un groupe français travaillant pour soutenir la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Il fallait que nous nous consacrions à aider la lutte des Algériens sans nous demander un seul instant, je dirais, ce qu'ils en feraient par la suite. Le problème était que ce peuple, cette population méprisée, retrouve sa dignité et qu'elle fasse elle-même son destin. Il s'agissait en fait de lui donner la parole, et jusque-là, la politique officielle de la France faisait que les Algériens en Algérie n'avaient pas la parole. Alors nous avons travaillé pour ça, et encore une fois, sans nous demander de quoi il s'agirait par la suite. C'était l'indépendance qui était le problème. Et nous avons donc fonctionné avec, comme je disais, cette difficulté de ne pas savoir jamais si nous ne commettrions pas l'erreur fatale, pas fatale pour nous, mais pour nos amis algériens. Monsieur Ladlani Kadour, vous faisiez partie, vous aussi, de la Fédération de France. La Fédération de France ديال فعلا أنا مسؤول النظام. هي الإدارة فيها 5 الوجنة تاع الكوميتي فيدرالي فيها 5 بوداود سماهم كل واحد منا عنده أهمية عنده مسؤولية. أنا المسؤولية نتاعي تاع النظام والنظام هذا هو في قطر فرنساوي نزيدوا له لا بلجيك لا ألمان لا الصار هذو هما اللي أنا مسؤول عندي وجنة جي ان كوميتي تاع مارساي تاع ليون تاع لاس تاع لندن تاع باريس. باريس هي كبيرة فيها 2-3 ريسبونسابل. في الأول 57 نقدروا نقولوا بلي الحالة بدينا نجيبوا رواحنا ونسيي دو رونفيرسي لا فابور كونتر لي ميساليست. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. سي عمر بن داود قال لكم كانوا الإخوان في 55 في 56 في 57 يعرفوا عرفنا يعني القوة تاع مسالي واش داروا فينا عجب قتلوا فينا كما حبوا كما حنا المهمة نتاعنا c'est-à-dire la mission qui nous a été confiée par les hautes autorités de la révolution كي جا بو داود 57 قال لك لازم نحيو الهجرة المسالي لازم نعمروا الصندوق تاع الجبهة لازم نشوفوا الجو الفرنساوي لوبينيون بيبليك فرونساز دون فاسون بارتيكوليير اي جينيرال بور لوروب باش نجيبوها علينا ونديوها لوتراليزي. والرابعة فو بريفوار بالك العمليات السلاحية محسوبة ديزاكسيون ميليتير لو كاز échéant, en cas de besoin, c'est la révolution de demande. Voilà à peu près les 4 objectifs qu'on avait. Et on les a remplis d'un bout à l'autre avec toute la volonté, évidemment, avec beaucoup de sacrifices. Mais بلات الحالة تكبر. إنسان واحد مسؤول ما يكفيش. D'abord c'est des comités, si vous voulez, c'est collégial. Mais enfin quand le bonhomme est à Marseille ما نقدروش alors لازم لي أنا مسؤول وما يعاونني. On se partage la responsabilité. في الاول كان عندي واحد يقول له منصوري عماره كان معايا في اليوم بعد طلعته معايا لباريس كان يعاون فيا هذاك راح كما راح ولا سي يوسف حداد. انا كنت في باريس بديت في باريس نقدر نقول باللي في هذاك الوقت مع لي ولايات من بعد يعني النظام بدا كما كان يقول سي قدور بدا يكبر وانما قبل كنا على كل حال نتحسبوا بالاصبع يعني تاع جبهه التحرير وبالاعمال تاع المناضلين يعني والجزائريين اللي كانوا يعني موجودين في فرنسا والوطنيه يعني اللي كانت عامه بصفه الواحد. بدينا ننظموا رواحنا وبدينا يعني ملي كنا يعني في لا ديفونسيف ولينا لوفونسيف وثم هذاك هو اللي درنا فيه الكادرياج وبدينا نتقواو وبدينا على قد ما نتقواو على قد الهيكل تاعنا لا ستركتور كذلك نحسنوها ونبدلوها.
لكن قبل ما كانوش ولايات ردينا ولات عاد كانت العملاء ردينا الولايات وردينا العملات وردينا يعني وباقيين الواحد. والمسؤوليه تاع النظام ما كانش غير مسؤوليه غير باش ننظموا هذا وحط كما يقولوا خمسه وربط، ولكن كان عندنا مسؤوليه كبيره، وعندنا حتى الناس اللي في السجون العائلات نتاعهم قوموا بهم، كذلك اتصالات يعني في كل من النواحي يعني. وهذا هو اللي ثم الريزو هذا جونسون ولا لي ريزو اللي سميه الريزو جونسون لعب دور معانا وعاونها، واللي على كل حال رانا نستكثروا خيرهم على حساب نردوا لهم كما يقولوا لوماج. والسجون اللي كانت تاع المعتقلات تاع فرنسا كانت على كل حال على حساب انا بعد شخصيا من بعد ما تحكمت في الستين كي دخلنا على كل حال كنا ما ديناش حقوقنا بصفه بسهوله، ولكن الحقوق اللي ديناهم بالعمل والنظام. النظام اللي كان البرا كان كذلك موجود في السجون، والمعتقل اللي كان لينا احنا كان على كذلك كان منظم، وفيه حتى كما كان يقول من الاخ اللي على كل حال خرجنا اطارات من السجون. كان فيه التعليم باللغه العربيه والتعليم باللغه الفرنسويه، وكان على كل حال نظامنا مع الخارج كان عندنا كذلك اتصالات. وكان يعني السجن من بعد الاضرابات اللي درناهم اعطونا حقوق، وين يعني استعملنا عندنا يعني نقولوا عندنا لوطونومي انتر الداخل في السجون. وهذا على كل حال بفضل الجهود، فهمت، الجهود نتاع الكوليكتيف تاع لي زافوكا تاعنا اللي راهم كانوا يعملوا، اللي كانوا على كذلك متصلين، وكانوا حتى منهم حتى في الريزو. يعني كان تنسيق بين اتحاديه فرنسا اللي كانت برا في العمل والمساجين، وكان حتى اتصال بيننا وبين الاخوه اللي جاوا كما في فران. كان عندنا جهه وين كان اللي جا فيها بوضياف، كان جا فيها يتحمد، جاوا لثم سلام في رمري اللي يقول يجيوا لثم. كانت كذلك جهه وين كانوا الاخوه البجاوي الوانشي الدوم وجماعه يعني اكثر يعني على كل حال. وهذا كان اتصال بيناتنا، كان خاطر ما عندنا احنا لي ديليغي تاعنا يمشي وينسق. La révolution m'avait surpris à Marseille, où j'étais ouvrier, simple ouvrier. Et dès décembre 1954, j'appartenais à la cellule du MTLD, la Qasma du MTLD à l'époque. On a été contacté par M. Guerras Abdelrahman, qui est toujours vivant, et M. Mouzouri Salah, dit Salah Mahboubi, qui est toujours vivant, auquel je rends un grand hommage, parce que c'est des maquisards avant 54, qui étaient au Cruya. Et au mois de janvier, ils sont revenus, ils nous ont dit voilà, nous avons, c'est pas les messalistes qui ont déclenché la révolution, c'est pas les centralistes, c'est une troisième force qu'on appelle le FLN. Et d'emblée, sous la direction d'un véritable héros de la révolution qui s'appelait Mhidine, Allah yarhamou, qui était le chef de Qasma, qui était notre chef, on a spontanément adhéré au FLN. Toute la Qasma du FLN, donc, on a été arrêté en juillet 1955. Certains ont été transférés en Algérie, dans les camps de concentration. D'autres ont été libérés pour être repris 1 an, 2 ans après. Quant à moi, j'ai été condamné à 1 an de prison, mais j'avais déjà passé 14 mois. Je suis sorti donc avant l'arraisonnement de l'avion des 5 historiques. Et j'étais à Marseille, j'étais interdit de séjour, mais j'étais hébergé par des Algériens, des commerçants. Et à la veille de la grève des 8 jours, l'organisation m'avait demandé de me préparer pour aller passer les 8 jours chez les frères de Foucault à Brignoles. Ils m'ont amené à Brignoles dans un château, je me rappelle, où Napoléon s'était arrêté à l'époque, qui appartenait aux frères de Foucault.
Moi, les frères de Foucault, je comprenais absolument rien du tout. يعني frères de Foucault أنا عندي مسيحيين وكل ها. واحد النهار كنت نمشي مع واحد الفرير واحد الأخ في البارك. قلت له انتم فريد دو فوكو مسيحيين يعني واش الفراق كان بيناتكم وبين المسيحيين الاخرين؟ قال لي ما تسمعش لو بير دو فوكو ابينا فوكو؟ قلت له لا حقيقه كنت ما نسمعش به خاطر ما. قال لي هو مات عندكم؟ قلت له وين مات عندنا؟ قال لي مات في تمرست. ايوه قلت قال لي مات في تمرست قتلوه التوارق. دخلني شك قلت هذو اللي قتلنا لهم باباهم ويعني يخبيوني على الشرطه هذه شيء في ذاك الوقت كانت عندي 20 سنه ما دخلنيش قلت هذو واقيلا رايحين يعطوني للبوليس. في الحقيقه جوزت هذيك 8 ايام تما في الشاطو هذاك تهلاو فيا كثير 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 كثير. كي وليت لمارساي من بعد بعثوني سور لا كوت دازير مسؤول ناحيه. الاضراب تاع 8 ايام هذيك والاضراب تاع 8 ايام هذا يعني نهار جانا الامر باش ننظموا الاضراب هذا كنا خايفين بزاف. قال 8 ايام يعني الجزائريين الكل يحبسوا التجار العمال. قال هذه ربما ما ننجحوش فيها. لكن كما قال السيد الدور مقبيل لا فوا يعني الايمان. النهار الاول في مارساي هذه نجم اني شاهد النهار الاول الاضراب ربما نجح 80%. كان قروده برك يعني اللي ما تبعوش الوسمه. والدوزيام جور يعني 100%. كي نقولوا 100% كان ناس مجهولين ما نعرفوهمش يعني النظام ما يعرفوهمش هذوك ربما ما داروش الاضراب لكن الاضراب كان تم في مارساي. وحاجه يعني فيما يخص النظام لا فلان في فرنسا كان من بعد باريس هي مارساي. هذه ماهيش على خاطر كنت تما انا لكن مارساي من النهار الاول يعني نضمينا لا فلان. فيما يخص التنظيم يعني والمنظمه السريه وهي طليعه من الطليعات تاع جيش التحرير يشرف عليها وهو الاخ المسؤول تاعنا بالدرجه الاولى سي رابح بوعزيز اللي نمدعو السعيد. بعد ما كونت يعني on était tous dans le choc puis suite aux attentats يعني on a fait une sélection pour pouvoir envoyer des éléments faire des commandos au Maroc et en Tunisie. Et ceci sous l'égide de M. Saïd Bouaziz, qui est responsable de la spéciale, avec le comité fédéral du chef chez Omar Boudaoud. On a eu ce privilège de faire le stage de commando au Maroc, et je me rappelle très très bien de certaines actions qui ont été faites à travers le territoire français pour leur montrer que nous étions capables de mener la guerre là où il faut et quand il le faut, et ceci grâce aux directives bien précises pour ne pas toucher la population française. Mais des objectifs tracés sont, par exemple, nous prenons le cas de l'affaire de Moripiane, de Grande Kivi, de la Tour Eiffel, de pas mal d'actions qui ont été menées par la spéciale. Et je tiens à préciser, malgré tout ceci, nous ne sommes pas des super militants. Nous sommes tous des militants sous l'égide du Front de Libération Nationale 54-62. Militants et militantes sacrifiés avec les tortures, avec toutes les tracasseries qu'il y a eu. Alhamdoulilah, aujourd'hui, nous sommes indépendants et nous lançons un appel à tout le monde pour l'unité et l'unification de notre pays et le défendre contre le désastre qui nous guette à tous. Parce que le colonialisme français n'a jamais admis, n'admettra jamais que l'Algérie est indépendante. Alhamdoulilah, un de nos principaux responsables qui est membre du CNRA, c'est Saïd Bouaziz. Comment organiser l'immigration en Europe? Comment d'abord la soustraire à l'époque à l'influence du MNA et comment faire une force capable d'apporter un soutien à la guerre de libération qui se faisait sur le sol national. Bon, à partir de ce moment-là, l'objectif qui était assigné à la Fédération de France par le CCE était clair. Bon, organiser l'immigration pour essayer d'avoir le soutien financier nécessaire, faire un travail politique auprès de la population française pour expliquer la justesse de notre cause et aussi organiser l'action armée. C'est dans cet objet, c'est dans cet esprit
que personnellement j'étais ici dans la Wilaya 4, j'étais dans la Wilaya 4, dans le maquis de la Wilaya 4, que j'ai été envoyé par le CCE pour prendre en main, pour organiser l'action armée sur le territoire français. Bon, nous, au départ, c'était les directives très strictes de Abban Ramadan Allah yarhamou, c'était de viser certains grands collabos. وكاين ايضا السلاح وكاين des actions qui sont menées contre les traîtres, contre les harkis, parce qu'il faut savoir que si en Algérie les harkis ont contribué grandement au massacre de nos nationaux, en France aussi, et nous ont amené des harkis qui torturaient, qui assassinaient, J'ai une anecdote de la rue de la Goutte d'Or, où nous avons eu des militants qui ont été arrêtés. Les harkis ont laissé un militant mort, il faisait passer la nuit à des militants arrêtés avant de procéder à la torture. Il dort avec un moujahid assassiné à la cave, et le moujahid, le militant arrêté, passait la nuit avec ce moujahid ainsi assassiné en tant que préparation pour passer à la question. Un jour, je me promenais vers 19h, c'est à Courbevoie, en 1957. C'est à la rue Louis Blanc. Et il y avait un attentat qui se préparait, qui était préparé par le FLN contre un élément du MNA. Je passais, parce qu'à cette époque j'étais jeune donc, et des coups de feu sont tirés sur un café. Les frères avaient tiré, je passais par là, on me remet, ces frères-là me remettent le revolver, mais je ne savais pas comment faire. Donc j'étais parti les cacher au bord de la Seine, mais je tremblais. D'abord, je ne savais pas à qui les remettre, qui allait venir me les demander. Le lendemain matin, des frères s'amènent en me disant « Mais des frères t'ont remis des armes hier ?» Je dis « Quel frère ?» Je peux me permettre de vous citer mes noms, si vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Il y en avait un qui s'appelait Berzam Mohamed Arasqi. Je leur dis « Écoutez, vous savez, moi, les armes, c'est vrai. » Donc, le lendemain, je vous dis, donc, des frères sont venus me voir. Ils ont dit en arabe, si vous voulez, وين خبيت السلاح اللي مدينا لك البارح. قلت لهم انا ما خديت اي شيء. قال لي كيفاه؟ فلان وفلان وفلان. قلت لهم يهمنا راهم موجودين اثنان غورين اروحوا نتدناوي. نروح نفريت تسمى لا سين تفرانكيني نجبد اختي دفكي غاسلت. سكواسن سي دوبي ce jour-là que je suis devenu, si vous voulez, malgré moi, c'est pas parce que j'étais courageux, mais c'est parce que je ne pouvais plus éviter de rentrer dans le choc, puisque je connaissais ceux qui avaient tiré. C'est pas parce que je suis un grand courageux, ce n'est pas vrai. Mais une fois rentré dans le choc, il fallait faire ses preuves. Et ces preuves, c'était quoi? Vous restez chez vous, et puis un jour on vous dit, ce soir c'est ton tour. Mon tour de quoi faire? Il faut que tu t'essayes à tuer. Et à ce moment-là, la grande peur vous assaille. Moi, je vais mettre un terme à la vie d'un autre homme que je ne connais pas. Mais il fallait une motivation sincère. On se disait, mais bon, mais ces gens-là qui meurent chez nous, ce sont des jeunes comme nous, et qui sont peut-être tués par la faute de ceux que l'on doit tuer. Donc c'était, si vous voulez, ce qui nous avait déterminé, ce qui m'avait déterminé. Je reste donc chez moi, parce qu'à cette époque, je travaillais chez Otoku Sandura. On me dit, ce soir, c'est ton tour. Je m'excuse, je suis ému. On me remet le revolver à 5 heures, et on me dit, ce monsieur-là va sortir de telle usine, il va passer à tel endroit, tu lui tires dessus, et tu vas de Courbevoie jusqu'à Suresnes. Je peux même vous citer le nom de la personne chez qui on devait cacher l'arme. Il s'appelait Chaban. J'avais fait donc mon travail, qui à l'époque, je vous dis, nécessitait d'abord une détermination. Mais vous savez très bien que quel que soit l'homme que l'on tue, lorsque vous lui tirez dessus et qu'il se retourne pour vous dire « Ah, Yimma », vous le voyez par terre, vous lui tirez encore dessus et vous vous sauvez pour cacher votre arme. Ça, ce sont des moments que l'on ne devrait pas oublier. Et ce sont des moments qui vous habitent tout le temps et qui vous poursuivront toute votre vie. Monsieur Suissi,
vous aviez de grandes responsabilités au sein de la Fédération de France. Cette fédération, comment a-t-elle été créée? بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة نتاعك عندها أهمية. لماذا؟ لأن إلا نشوف التطور كامل تاع فيدرالية فرنسا تاع جبهة التحرير خضعت لثلاث مراحل معينة، هي الشرح، أولا الشرح والتوعية والتحسيس المواطنين تاعنا اللي هو إلا الهجرة نتاعنا اللي كانت موجودة في فرنسا. ثانيا المرحلة الثانية هي وكانت على كل حال التنظيم الهجرة هذه، والإخوان اللي فاتوا قبل كما سي قدور وإلا سي عمار تكلموا وشرحوا فما على كل حال بعض من الأهداف. المرحلة الثالثة كانت خوض المعركة والمساهمة الفعالة لكي الجزائر تستقل. أنا بودي نقول باللي العمليات تاع اتحادية فرنسا كانت متنوعة، كانت تنظيمية، كانت مالية، كانت عمليات عسكرية، كانت تكليف بالمساجين، كانت الدفاع عن المساجين بصفة عامة بواسطة المحامين اللي كانت متنظمة في ما يسموه الكوليكتيف. هذا كامل. الطلبة كذلك لعبوا دور، العمال كذلك لعبوا دور في الجالية نتاعنا، في النظام نتاعنا، وكل كانوا مناضلين لأن كانوا يمنوا قبل كل شيء بالجزائر. الشيء اللي نقدر نقول الظروف، ولربما جعلت ظروف ما جعلت باللي نحن في القيادة اتحادية فرنسا وإلا فيدرالية فرنسا ونتحمل مسؤوليات. هذا ما يعنيش كنا عباقرة وإلا كنا ناس فاهمة كل حال أفضل وإلا أحسن من الآخرين. الفضل الكامل يرجع قبل كل شيء لهؤلاء المناضلين المؤمنين بالجزائر، بمصير الجزائر، بالثورة الجزائرية، اللي ما كانوش في الواقع شح بالدماء نتاعهم وإلا لكي الجزائر تسترجع السيادة والاستقلال نتاعها. يبدو لي باللي إلا نتكلم على الكفاح المسلح نتاعنا والى اخره عنده ابعاد طويله، لان بعض تقول باللي فهم يقول على المعركه التحريريه، البعض الاخر يقول باللي الثوره التحريريه بها مع الكلمه، لان ما كانتش فقط تهدف لتحرير الارض ولكن تحرير الانسان، تغيير الطبايع، الافكار والى اخره بصفه عامه، هو تغيير المجتمع نتاعنا او بصفه عامه. وانا الا فهم شيء نقدر نقول باللي فضل هذوك المناضلين المجهولين لي ميليتون انونيم كما يقولوا لهم، اللي ما كانوش نون با ايتي افار دو لور سان بور كو فيف تريومف على كل حال لو دروا ان الجيري، لا ليبراسيون de l'Algérie. هذا الشيء اللي حبيت نقوله وشكرا. Je voudrais ajouter une chose à ce que vient de dire mon ami Seboubker, c'est que évidemment dans tout ce que nous avons entrepris, tout n'a pas été constitué des échecs. Nous avons réussi beaucoup de choses. La preuve, je vous ai donné tout à l'heure l'apport financier. Je voudrais vous dire, dans le domaine de ces évasions, il y a eu des évasions rocambolesques extraordinaires et nous avons eu aussi des évasions dramatiques. Nous avons pu faire évader des condamnés à mort qui ont échappé à l'échafaud. Sib El-Khaïd vous a parlé tout à l'heure d'un tunnel qui a été creusé sous les murs de Fresnes qui a permis l'évasion d'un grand nombre de frères. D'ailleurs, il est dommage qu'au dernier moment, un petit incident a empêché qu'un très grand nombre de frères ne s'évadent, mais je peux vous dire que cette évasion a été possible grâce à la compétence
à l'esprit d'organisation à l'intérieur, car, entre parenthèses, les gens qui ont creusé ce tunnel étaient des mineurs de profession. Ils ont étayé à l'intérieur sous freine, ils ont fait ça comme ils avaient l'habitude de faire des galeries de mines. On a pu arriver à sortir, mais aussi grâce à l'aide de ce que l'on a appelé les réseaux de soutien. Et je vous avoue qu'à l'époque, on ne les appelait pas des réseaux de soutien. Pour nous, c'était des frères et des sœurs qui étaient engagés avec nous parce qu'ils avaient compris que notre lutte était une lutte juste pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour le respect des peuples, pour le respect de la dignité humaine. Je voudrais citer des noms comme Francis Janson et autres sont connus, je ne les citerai pas. Mais je voudrais citer par exemple une fille comme Dominique Darbois, qui a été condamnée à 10 ou 15 ans de prison par le tribunal du Cherche-Midi et qui a été une fille extraordinaire. Elle a fait, je ne voudrais pas faire d'erreur, mais elle a peut-être fait une cinquantaine, une centaine de voyages entre l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, et dans chaque voyage, elle rentrait de l'armement d'un côté, et quand elle sortait des gens qui étaient poursuivis et recherchés. Et je voudrais, à cette occasion, aujourd'hui, pour le 30e anniversaire, rendre hommage à d'autres Européens, en particulier aux Belges, parce que vous savez qu'il y a des Belges qui ont payé de leur vie leur apport à la lutte de libération. Je voudrais citer aujourd'hui le professeur Laperche, qui était professeur à l'Athénée de Liège, je crois, qui a reçu un colis piégé de la Main Rouge, c'est-à-dire des services secrets français. Nous avons des amis belges, de nombreux amis belges, qui ont aujourd'hui des postes politiques élevés, puisqu'ils sont vice-premiers ministres, qui sont plusieurs fois ministres, qui ont été non seulement nos amis, mais de vrais porteurs de valises. Ils ont fait du transport, ils nous ont aidés à franchir des frontières, ils nous ont hébergés, ils ont travaillé, ils ont écrit, ils ont constitué des comités d'aide à l'Algérie. Je voudrais citer par exemple la famille Moureau, Serge et Henriette Moureau. Je voudrais citer aussi d'autres qui ne me viennent pas aujourd'hui à l'esprit. Il y a eu au moins à ma connaissance une soixantaine de personnes qui étaient structurées dans les réseaux en Belgique. Je voudrais citer aussi nos amis allemands. J'évoque la mémoire de Georges Puchert qui a explosé dans sa voiture. Et également avec une bombe télécommandée. Nous avons eu beaucoup d'Allemands qui nous ont aidés et qui sont venus des spécialistes, aussi bien que des Hollandais, qui sont venus participer à l'usine clandestine de fabrication d'armes lancée par le FLN sur la frontière marocaine. Je voudrais aussi citer nos amis suisses, Marie-Madeleine Brumagne, Favreau, beaucoup dont le nom ne me revient pas aujourd'hui. Je me souviens aussi du maire d'une petite ville suisse située à la frontière française qui a été arrêté parce qu'il rentrait toute une série de moudjahid et qui a fait de la prison en France. Je voudrais citer aussi des amis hollandais qui ont travaillé avec nous. Il y a eu même des réseaux de soutien au Danemark et en Suède. Il y en a eu en Italie, Feltrinelli, qui nous a beaucoup aidés. En Angleterre. Et en Angleterre, il y avait un groupe qui avait lancé un petit journal d'aide à l'Algérie qui s'appelait Free Algeria et qui était constitué de gens membres des communes, par exemple. Tout ceci pour dire que l'impact de notre lutte avait un impact vraiment mondial parce que nos objectifs étaient des objectifs universalistes. Nous étions pour la dignité de l'homme, quelle que soit sa couleur, quel que soit le pays où il vit, quelle que soit la situation politique dans laquelle il évolue. Et je crois que c'est cela le message de notre révolution.